De l'ontologie temporelle au temps social. Donc, on va commencer avec, on va commencer avec le petit A du grand. Donc, grand 1, du temps en boucle au temps en nœud de lacet. Grand A, de l'individu selon l'antéprédicatif à l'individu selon le temps substance. Ce temps bienheureux de la substance, en se constituant comme pouvoir d'identification, synthèse du temps de l'être et du temps du procès de production, défait, déconstruit le statut de l'individu, de l'homme originel. Cette remise en question s'accomplit selon deux opérations. En coupant en amont l'individu de son animation vitaliste et en l'excluant en aval du nouveau réseau temporel du procès de production, la substance. La logique de l'être ne saurait reconnaître un statut particulier de l'individu qui témoignerait de la moindre autosuffisance. Elle ne lui confère que le temps de ses services. Aussi, ce temps n'est qu'une durée d'immanence, de participation au temps matriciel qui traverse l'individu, le transporte sans l'arrêter, ne lui accordant que le temps de faire son temps. La participation individuelle reste anonyme, sans identité propre, récitation d'un génome qui est temps de passage sans la moindre rétention du temps. Sous la tutelle de l'être, confondu à son devenir, l'individu n'est pas encore corps-sujet, dédoublement sujet-objet. Il n'est que transmission du temps, fusible, cellule de transmission, atome ontologique, sans autre espace vital que le temps du mouvement perpétuel. L'individu, alors, est l'occupant d'un temps imparti pour un rôle interchangeable. Un temps suffisant pour sa fonction lui a été prêté. C'est la pure relation de l'espèce et de l'individu. Celui-ci n'a qu'un temps de concession pour exercer ces deux fonctions ontologiques. C'est la logique de l'être qui en décide. Deux points. Le temps de vie nécessaire à la reproduction de l'espèce. Que faire d'un temps plus long ? Pour la logique de l'être, l'individu doit reproduire l'espèce, mais aussi assurer l'existence de l'être. Son rôle est préétabli, désigné. Deux points. Machine biologique qui reproduit et moyen d'existence de l'être. Aussi précieuse que soit la mission de l'individu, elle est assurée par l'anonyme, le multiple. L'individu ne relève que d'un clonage qui se reproduit selon la loi élémentaire de l'évolutionnisme, la sélection naturelle. L'évolution du genre se fait selon une loi machinale, deux points, dynamique de multiplication délimitée par l'adaptation au milieu. L'espèce se fait intangible dans la mesure où l'individu effectue son service. Il ne se reconnaît même pas comme tel, n'est pas cause de soi, ni dédoublement sujet-objet, ni rétention du temps. Le temps-substance va bouleverser cette situation ontologique de l'individu. C'est qu'il ne peut se constituer qu'en se coupant du flux vitaliste qui alimente la corporéité. Celle-ci est comme débranchée du temps matriciel. Cette déconnexion isole l'individu qui perd sa relation à l'être. Il s'éloigne progressivement de sa double justification originelle. Reproduire le genre et donner existence à l'être. Voilà. Donc là, il y a une question. Commentaire. Là, visiblement, il parle de l'individu au sens que cet individu n'est pas encore arrivé à l'être social, quoi, puisque il est dans un temps avant le temps qu'il appelle le temps substance. Il est simplement traversé par ce temps. C'est l'individualisme peut-être. Ah non, je pense pas. Non, c'est l'individu qui est encore dans. Alors, qui est entre, on va dire,
l'image, voire au début, l'antéprédicatif, de ce qu'il appelle l'antéprédicatif. Ah, donc c'est dans le passé. Alors, parce que c'est vrai que ces délimitations de titres sont un peu confusionnistes, quoi, parce qu'en grand A, il marque de l'individu selon l'antéprédicatif à l'individu selon le temps substance. Alors apparemment, l'individu selon le temps substance, il arrive à la fin quand il dit le temps substance va bouleverser cette situation ontologique de l'individu. Voilà. Mais avant, tout le reste, il décrit finalement l'individu avant qu'il arrive à ce temps substance, où donc l'individu traversé par le temps, sans qu'il y ait finalement praxis, sans doute, quoi. De toute façon, l'individu, dans l'être organique, il y a des individus depuis la bactérie jusqu'au pithecanthrope, quoi. Individués, est-ce qu'on peut les prendre oui. Ils sont surtout. Moi, je crois qu'il il fait, malgré le titre qui est assez de l'individu selon l'antéprédicatif à l'individu selon le temps substance, il décrit l'individu avant la praxis, qui est simplement, qui est en charge simplement de la reproduction de l'espèce, qui est traversée par le temps. Tout porte à croire qu'il décrit ça, quoi. Qu'il arrive simplement à la fin au temps dit temps substance. Bon. Commentaire là-dessus. J'ai pensé que c'était l'individualisme parce que on parle de l'antéprédicatif comme quelque chose issu de l'idéologie apparemment d'Heidegger que je ne connais pas. Qui parlerait d'un antéprédicatif qui serait une fiction si je crois. Enfin je veux dire, moi, oui. Par rapport à l'histoire anthropologique, c'est une fiction. Ouais, mais là, je crois qu'il n'est pas dans la critique de l'idéologie. Là, il est dans finalement la généalogie de l'homme. Je pense qu'il est là pour le coup. Je ne crois pas qu'il soit dans une confrontation avec une autre idéologie. Ontologique type Heidegger. Je crois qu'il est en train de décrire tout simplement le passage d'un individu qui est traversé par le temps, mais sans qu'il y ait de temps-substance, c'est-à-dire un individu qui n'est pas doué de praxis, un individu qui est dans le temps-substance parce qu'il est doué de praxis. Ça me paraît une explication plausible, si on peut. Mais... Au stade de l'homme original, l'individu n'est qu'un nombre dans le genre. Un exemplaire du genre, affecté des fonctions que le genre lui assigne, la reproduction, et ce statut va être complètement chamboulé par la praxis et l'entrée dans le temps-substance que génère la praxis. À ce moment-là, il ne peut plus rester un simple nombre. Il
devient porteur d'une intentionnalité, se connaissant lui-même, en tout cas s'identifiant lui-même. Et donc je crois que ce passage-là sert simplement à marquer cette je crois, hein, citation-là. Il y a une transition, il décrit la transition avant le temps substance, temps social, temps... Voilà, je ne sais pas trop... En fait, l'individu n'existe pas comme individu au sens où on l'entend. Il est un exemplaire du genre. Point barre. En biologie, tu dis que tu as des individus. En biologie, tout est individu finalement. L'individuation elle est dans le règne animal à partir du moment où... Voilà, donc ça ne distingue pas du règne animal ou humain. Mais si ça peut vous intéresser, d'ailleurs, je me rappelle de Tonton Bourgois, il avait positionné l'homme originel, donc qui est celui de l'antéprédicatif, au niveau de l'homo erectus. Ce qui montre qu'il n'est pas très évolué dans la chaîne de l'hominisation à ce moment-là. Donc si l'homo erectus est avant l'homo faber, on peut supposer qu'il n'en est pas encore à la praxis. C'est lui qui a déjà des outils. Hein. Enfin, oui, de toute façon, les classements de Fousscard sur là aussi, il n'est pas très rigoureux, si tu veux, avec les classements des paléontologues, etc. Là, il en prend à son aise il passe, il a dit là tout à l'heure, Homo erectus, Homo faber, Homo sapiens et Homo domesticus. C'est juste. C'est simplement des opérateurs pour situer un peu les choses, mais qui ne correspondent pas forcément à des données paléontologiques ou des choses comme ça. Il faut juste le prendre comme... Comme il s'attaque donc à ce savoir-là comme un savoir. J'essaie de relativiser cette attaque systématique, parce que il me semble que cette question d'un individu dans une société qui fabrique des outils, je ne vois pas comment elle tient toute seule, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un individu. On peut peut-être imaginer effectivement chez les animaux, peut-être, où il n'y a pas de praxis, et encore. Mais c'est pour ça que j'ai du mal, moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à repérer, si ce n'est dans l'idéologie que je ne connais pas en plus, d'Heidegger, cet antéprédicatif qui serait tout à coup transformé par la praxis en comme ça. Et je ne sais pas quand en plus, parce que vous parlez effectivement d'Erectus. Erectus apparemment c'est déjà la praxis. Ah bah non, justement, là, après c'est toute proportion gardée, parce que là, non, je me mais fie voilà, cette question. Moi, je ne sais pas vraiment ce qu'il désignait. Voilà, quand je dis ça, c'était pour me fier à ce que Sylvain Bourgois, qui connaît beaucoup de choses, vous avait montré comme sur le schéma. Parce que, mais là, a priori, quand on est dans l'antéprédicatif, justement, on n'est pas dans la praxis encore. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je remets en cause le fait qu'on ne soit pas dans la praxis s'il y a des outils. S'il y a des outils, il y a forcément mais des praxis. je crois qu'il dit Homo erectus. Il dit Homo erectus, mais c'est pas l'Homo erectus des paléontologues, c'est son Homo erectus à lui. Oui, bien sûr. Puisqu'il le fait, il met l'Homo faber après l'Homo erectus. C'est simplement un opérateur pour nous y retrouver un petit peu, mais il ne faut pas le lier, si tu veux, à des connaissances des paléontologues, etc. Parce que là, effectivement, ça recouperait pas le. C'est juste une indication, quoi. Il faut le prendre comme ça, quoi, parce que il n'est pas. Mais l'homo faber fait pas partie des différentes. Oui, d'ailleurs, l'homo faber pour les paléontologues, ça n'a pas de sens. C'est Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, et puis sapiens néandertalis. Donc ça passe, tu veux, de l'Homo faber, par exemple, ça se voit que c'est pas un type d'homme pour les paléontologues.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous apprenait quand on était petit à l'école, effectivement, et c'est pour ça que je suis allé voir, là où ils en étaient maintenant, voir si ça avait bougé, et ça avait vraiment bougé, c'est pour ça que Ah oui, non, faut pas se... Homo faber, tu l'as pas vu, j'imagine, quoi, dans les... Bah non, il y a beaucoup plus de distinctions, mais ça s'est affiné largement, c'est pour ça. Bon, je veux pas revenir là-dessus, effectivement. J'ai l'impression que j'arrive pas à accrocher ça. Est-ce qu'on... Vous avez des questions encore ou... On passe au chapitre d'après. Il parle de remise en question justement de l'individu. Donc il dit que ça le coupe de son animation vitaliste, en premier lieu, et aussi en deuxième lieu, ça l'exclut en aval du nouveau réseau temporel du procès de production de la substance. Tu vois ça où est-ce que c'est? C'est au début, c'est le début du deuxième paragraphe. Début du deuxième. Moi, je ne comprends pas le deuxième membre de la phrase. Au deuxième paragraphe? Je ne comprends pas. Et au contraire, on pensait que ce sera... C'est le moment où justement il s'inclut, enfin il participe, il fait partie du nouveau réseau temporel. C'est la phrase, c'est l'individu, je relève. Je me demande si c'est pas plutôt incluant qu'excluant. Ouais. Oui, peut-être. La phrase, elle est où alors? Là, je me demande s'il n'y a pas une erreur de transcription du manuscrit. Oui, du coup, si c'était en l'incluant, ça Ça n'a pas de sens. serait logique. Mais c'est où? Où est-ce que c'est? Regarde, début du deuxième paragraphe. La troisième ligne du deuxième La paragraphe. troisième ligne du deuxième De la page de... c'est la première page. Oui, ça a l'air... Il faudrait vérifier Oui, sur, oui. sur le manuscrit. Là. Alors, On a la oui, possibilité. moi, je regarde. Oui, parce que je l'ai... Enfin, quoi que... Je sais pas, je regarderai, oui. C'est l'excluant, l'incluant. Oui, ce serait plutôt l'incluant. En l'incluant au nouveau réseau temporel du procès de production. Oui. Tu vois, il avait une belle écriture, le camarade de... Non. Non. Les pattes de mouche. Oui, ça paraît plausible. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, on passe au grand B alors. Juste le temps en nœud glacé, ça parle à quelqu'un Qui ça? Le temps en nœud glacé. Alors c'est après. C'est parce que c'est grand 1, temps en boucle, au temps en nœud glacé. Là on est au grand A, grand B, et après grand. Après il y a des schémas après. C'est grand, ouais. Ah oui. Tu veux lire éventuellement le grand B, le temps subjectif. Le procès de production est l'être pour la mort. Aussi, voilà cet individu en pleine déshérence, bien avancé d'avoir cédé sa place dans l'être pour la contingence originelle du genre. Il n'est plus question de revenir à un être qui n'a plus besoin de lui pour être, l'étant devenu en s'identifiant au temps du genre, celui qui fait la toute-puissance de la substance. L'individu ne peut se refaire qu'en reprenant du service dans un genre qui non seulement veut un autre service promotionnel, mais l'impose, sélection naturelle, comme statut de la subjectivité. C'est toujours le même problème. Le besoin de cerveau, renouvellement vitaliste de la matière grise, sélection des compétences pour gérer l'espèce. La substance ne peut que surenchérir en exclusion du temps du sujet, puisque celui-ci est révélateur de la mort. Déjà, la logique de l'être accordait peu de place à la mort,
simple jeu organique de la relève des générations, simple échange et espèce individu. Mais l'être est soumis au devenir, à la temporalité. Ce n'est pas une bûche, une force d'inertie. Le principe évolutionniste lui-même intervient comme une dénégation de la mort. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et comment pourrait-il y avoir la mort quand il n'y a pas de subjectivité? Il faut que l'homme devienne être pour la mort, pour que la mort apparaisse pour ce qu'elle est. Avant l'hominisation, avant l'homo erectus, il n'y aurait pas de mort. Bien sûr que si, mais c'est une mort comme il faut, naturelle, elle n'est pas scandaleuse, épouvantable. C'est une mort reçue. C'est une mort dans le genre, dans l'être. Il n'y a pas le scandale de la mort, mesure de subjectivité. L'être n'a pas le temps de se regarder mourir. Pourquoi faire? Sa temporalité est celle du devenir, autoproduction du temps et mouvement perpétuel. Certes, la peur de la mort apparaîtrait chez l'animal. Simple jeu de machine, dirait un cartésien néo-kantien. Le temps-substance peut se débarrasser de la mort sans faire d'histoire, de scandale. L'être ignore la mort alors que le genre la reconnaît, la subjectivité. Aussi, le procès de production pourra-t-il s'en prendre à une mort si évasive qui n'est qu'un fonctionnement organique? Il saura faire avec. Il ne s'en prendra pas à la mort de l'édification religieuse, spirituelle, mythique, mais à la mort ordinaire, prosaïque, archaïque. La subjectivité, en sa dimension historique, en son surgissement dans l'histoire du genre, est donc à la fois abandonnée par l'être et rejetée par la substance. C'est une double procédure d'exclusion. C'est le statut de l'homme originel, de sa contingence, déréliction et des errances. Aussi, l'individu en proie à la subjectivité ne peut compter que sur lui-même. Passer de cette contingence à la nécessité sera le processus d'autonomisation du sujet. Celui-ci est condamné à la liberté du genre. Il ne pourra s'en sortir que par les moyens du bord, ce à quoi il est réduit. C'est le survie. Donc ça s'appelle le temps subjectif. Là, on est dans le temps subjectif. Le grand B, le temps subjectif. Premièrement, le processus de production. L'être pour la mort, c'est une formulation heideggerienne, non? Voilà, donc, il a l'air de montrer en quoi finalement la sortie de l'être organique vers l'être social jette effectivement l'homme dans la connaissance finalement de sa propre mort. Hein. Donc, c'est pas, Il me semble que la formule est heideggerienne, mais la signification est anti-heideggerienne. Parce que ouais. Chez Heidegger, l'homme en tant qu'être pour la mort, c'est parce qu'il est être pour la mort qu'il a l'intuition de l'être. C'est le fait qu'il soit c'est le fait qu'il sache qu'il est promis à la mort qui le place devant l'être, dans l'intuition de l'être. Donc, ce que dit Kluskar, c'est que il n'y a pas d'abord découverte de la mort puis intuition de l'être, il y a d'abord procès de production et découverte et du statut d'être pour la mort. C'est y compris ce que Heidegger interprète comme quelque chose d'antéprédicatif, cette intuition de l'être au travers de la promesse de la mort, si on peut dire, donc inéluctabilité de la mort. Kluskar le présente comme quelque chose de produit par le processus de production, par le procès de production. Tu vois? Ouais. Il renverse en fait Heidegger. Une nouvelle fois. Ouais. Mais il a l'air de. Après
quand il dit qu'à la fin, donc celui-ci, en parlant d'homme, est condamné à la liberté, c'est-à-dire il ne pourra s'en sortir que par les moyens du bord. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas ça justement le petit côté négatif qui est à la fois positif, c'est-à-dire que c'est le fait de savoir qu'il encourt la mort qui le fait survivre finalement. Parce qu'après, la dernière phrase, c'est ce à quoi il est réduit, c'est le survivre. Parce que c'est pas, ça lui donne pas justement l'impulsion pour survivre à tout ça.